Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Tendance de fonds et je suis en compagnie aujourd'hui de Raphaël Hassan, responsable relations investisseurs private equity chez Oddo BHF Asset Management. Bonjour Raphaël. Bonjour Laurent et merci pour cette invitation. Ravi d'être présent aujourd'hui pour discuter d'un sujet qui je pense nous concerne tous. Eh bien oui, justement, on est ensemble aujourd'hui pour parler d'un FCPR lancé récemment et très demandé par nos investisseurs, le FCPR Oddo BHF Invest for Tomorrow. Mais avant d'aller plus loin, avant d'expliquer l'intérêt de ce produit, on va très rapidement reposer les bases. Private Equity, FCPR, déjà deux termes qui peuvent laisser les gens qui nous regardent un petit peu perplexes. Petite révision ou leçon de rattrapage pour ceux qui auraient manqué les cours, justement. Bien sûr. Alors, le capital investissement ou Private Equity en anglais, c'est une classe d'actifs financières qui vient donc accompagner le développement des entreprises non cotées. Ça peut être des PME, donc des petites et moyennes entreprises. Ça peut être des ETI, des entreprises de taille intermédiaire. Ça peut même être des entreprises parfois un peu plus grosses. Et ce qui est intéressant, donc, c'est que ce sont des sociétés qui ont toutes une variable commune, c'est qu'elles sont non cotées. Donc non cotées en bourse, non cotées sur un marché boursier. Et donc l'objectif du private equity, du capital investissement, c'est de pouvoir donc collecter des capitaux auprès d'investisseurs institutionnels, plutôt d'ailleurs historiquement institutionnels, mais aujourd'hui privés, on va y revenir juste après, pour pouvoir donc flécher ces investissements vers ces sociétés. Et donc FCPR, oui. Alors ça, là pour le coup, le FCPR c'est un acronyme d'un type de véhicule, donc c'est un véhicule de placement, une enveloppe. C'est l'acronyme de Fonds commun de placement à risque. Il faut garder en tête qu'on est sur une activité d'ailleurs qui présente un risque de perte en capital. C'est important de le repréciser. C'est indiqué dès le nom, il n'y a pas de mauvaise surprise, on est prévenu. On est assez transparent effectivement sur le sujet. Donc c'est une enveloppe prévue qui permet d'aller donc solliciter l'argent des investisseurs privés, ou les liquidités des investisseurs privés ou des institutionnels, comme je le disais. Et la nouveauté en réalité de cette enveloppe, mais elle permet justement à des investisseurs privés d'avoir accès à une classe d'actifs qui était historiquement réservée aux institutionnels. Et on fait ça sur des seuils d'accès qui sont beaucoup plus faibles. Combien justement ? On parle de tickets d'accès qui, typiquement dans le cadre de ce véhicule, démarrent à partir de 1 000 €. Faut considérer qu'il y a une dizaine d'années, le private equity, on rentrait à plusieurs... C'était plutôt 100 000. Voire même plusieurs millions ou plusieurs dizaines de millions dans la plupart des fonds. Et donc aujourd'hui, vous rentrez à partir de 1 000 € sur des classes d'actifs qui sont quand même très institutionnelles dans leur façon d'être gérées. Et ça, c'est intéressant parce que je pense que ça apporte une diversification assez naturelle, selon nos analyses, pour les portefeuilles aujourd'hui des épargnants. Bon ben voilà, démocratisation du private equity. L'idée derrière ce fonds, Raphaël, c'est de répondre aux grands défis économiques, sociétaux auxquels on est aujourd'hui collectivement confrontés, avec une volonté de soutenir, financer l'innovation. Quelles sont ces problématiques, même si on s'en doute un petit peu, auxquelles vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice? Tiens. Alors, je pense que c'est un sujet de fond. Déjà, c'est un sujet de fond qui nous concerne tous. Et vous mentionnez l'innovation technologique. En fait, c'est effectivement l'une des verticales. Il y a beaucoup de thèmes qu'on va chercher à adresser dans le cadre de cette stratégie. S'il fallait peut-être retenir une seule chose, c'est que l'objectif premier, et vous l'avez donné du bout des lèvres, c'est vraiment de faire face, de financer les grands défis sociétaux du XXIe siècle. D'accord. Donc en fait, ça ne se limite pas du tout à l'innovation technologique. L'innovation technologique, c'est une partie de la réponse, mais il y a en fait beaucoup d'autres secteurs qui sont concernés. Si je prends un exemple très concret, je vais prendre un exemple autour de la demande mondiale d'énergie, par exemple. On estime que d'ici 2040, le besoin de la demande mondiale d'énergie devra augmenter à hauteur de 27%. 27% d'ici 2040, donc c'est massif. Considérable. Et ça, c'est sous l'impulsion évidemment à la fois de la croissance démographique, mais aussi de la croissance économique. Donc en réalité, quand on va chercher à adresser ces problématiques, ces grands défis sociétaux de demain, on va chercher certes de l'innovation technologique en guise de réponse, mais on va aussi adresser des problématiques autour de l'électrification, autour de la mobilité, peut-être autour de l'utilisation logicielle, peut-être autour de services intelligents, de la construction. Il y a un vaste horizon de thèmes qu'on va chercher à financer et c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, le nom du fonds est assez clair et révélateur. Invest for Tomorrow, l'objectif c'est de financer ces tendances de demain. Alors justement, on va peut-être rentrer dans le concret, puisque vous l'avez évoqué, il y a différents thèmes, il y a l'énergie, les services intelligents, on pense à, j'imagine aussi la digitalisation, l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut avoir finalement des exemples de sociétés dans lesquelles vous investissez? Oui, bien sûr. Alors, déjà, il faut comprendre que c'est quelque chose qu'on fait sur notre expertise institutionnelle depuis maintenant de nombreuses années.
on n'est absolument pas notre coup d'essai sur ces investissements thématiques. Vous ne vous lancez pas avec ce fonds, rassurez-nous. Non. Et d'ailleurs, c'est un point qu'on évoquera un petit peu après, mais ce qui est important de comprendre, c'est que c'est une stratégie qui est co-investie avec une expertise institutionnelle. C'est un point qui est clé et c'est finalement le meilleur garant d'avoir les meilleures transactions, les meilleures opérations dans ce fonds. Les sociétés financières les plus intéressantes, c'est de pouvoir être co-investi justement avec l'expertise historique institutionnelle. Là, vous n'avez pas répondu à ma question aussi. C'est un bon point. Si je reviens donc à votre question, des exemples concrets. Peut-être le plus intéressant, c'est d'aller retrouver des belles histoires dans lesquelles on a pu co-investir ces dernières années, voire ces derniers mois. D'ailleurs, je vais commencer par une société qu'on a financée début 2023, une société française qui s'appelle Electra. Et Electra, aujourd'hui, c'est l'un des leaders. C'est un opérateur de points de recharge électrique. Aujourd'hui, quand vous allez recharger votre voiture, alors si vous avez une voiture propriétaire comme une Tesla, vous avez un supercharger. Si en revanche, vous avez besoin d'une technologie non propriétaire pour recharger votre voiture parce que vous n'avez pas une Tesla, par exemple, eh bien, vous pouvez utiliser une borne Electra. Aujourd'hui, il y a 700 bornes déployées en France. À court terme, ils vont en déployer 2000. On parle de l'un des pionniers et des acteurs principaux sur ce marché-là. C'est intéressant parce que là, vous comprenez qu'on va reboucler les sujets de mobilité dont on a parlé. Il y a un sujet assez connexe, une autre société qu'on a financée maintenant il y a quelques temps, qui est assez intéressante et qui est très illustratrice de ce qu'on va pouvoir retrouver. Quelque chose un peu plus loin de nos frontières. On parle d'une société suédoise qui s'appelle Northvolt. Northvolt, c'est peut-être aujourd'hui la plus grosse gigafactory européenne et peut-être le seul acteur européen à pouvoir concurrencer les Américains et les Chinois dans le domaine de l'électrification des véhicules. Pourquoi ? Parce que c'est un fabricant de batteries au lithium. Aujourd'hui, ses premiers actionnaires, ce sont Volvo et Volkswagen. C'est d'ailleurs aujourd'hui peut-être leurs deux plus gros clients. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que c'est une technologie assez éprouvée. Et donc, une gigafactory aujourd'hui en Europe, c'est peut-être aujourd'hui la plus grosse qu'on peut avoir. Et un dernier exemple qui vient plutôt aller chercher une thématique un petit peu différente, mais assez connexe. Une société qui s'appelle CHPE. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous donner l'acronyme entier. En revanche, le H qu'on peut retenir, c'est le H de Hudson, donc la rivière d'un peu plus de 500 km qui traverse notamment l'État de New York, mais qui en fait vient trouver sa source bien plus haut. Et d'ailleurs, c'est l'objet de ce projet, puisqu'on parle de la ligne de transport haute tension d'électricité d'origine hydraulique la plus longue d'Amérique du Nord. Donc, c'est un tour de force, en réalité. Concrètement, qu'est-ce qu'elle apporte, cette ligne ? Elle permet donc d'aller nourrir, d'un point de vue hydraulique, l'acheminement d'électricité depuis le Canada vers la ville de New York. Donc c'est un tour de force, la plus grande ligne d'Amérique du Nord. Je pense que c'est un projet qu'on a financé il y a quelques mois qui est aussi assez prometteur. Bon, on est dans le concret, on l'avait dit. On est quand même pas mal dans ce thème de la transition énergétique. On a compris qu'il était central, important dans son. Est-ce qu'il y a quand même peut-être d'autres exemples sur d'autres secteurs un peu différents ? On a parlé un peu de mobilité, on a parlé un peu de transition écologique, entre autres, mais on peut peut-être reparler de recyclage, qui sont des thèmes assez connexes, voire même de transport de marchandises. Le transport, ce n'est pas uniquement les humains, c'est aussi les marchandises. Là, on a peut-être un cas d'école assez intéressant, qui est assez proche de nous aussi. Une société qui s'appelle Flying Whales, baleine volante en français, et qui est une société française d'ailleurs, qui a intégré en 2023 le Next 40, donc le label défini par le gouvernement pour identifier les 40 futures sociétés innovantes du paysage de demain. Donc c'est, je pense, un label qui parle. Et ce qui est intéressant, c'est que cette société aujourd'hui, elle a pour but en fait de révolutionner le transport aérien. Comment est-ce qu'elle fait ça ? Elle réhabilite l'usage de dirigeables pour faire du transport de marchandises, du fret. Ce qui est intéressant, c'est que l'usage de ces dirigeables permet aujourd'hui de transiter à peu près 5 fois plus qu'un hélicoptère. C'est, vous l'avez compris, donc du dirigeable. Il n'y a aucun impact carbone et c'est aujourd'hui donc une capacité de chargement extrêmement importante, peut-être la plus grande du monde, sans besoin de pistes d'atterrissage. Flying Whales. Flying Whales. On comprend pourquoi. Exactement. Un deuxième exemple, peut-être pour illustrer ce qu'on a pu financer récemment, une société italienne dans le nord de l'Italie qui s'appelle Zato, qui depuis plus de 20 ans aujourd'hui conçoit et fabrique des unités de recyclage pour les métaux ferreux et non ferreux. Il faut savoir que le métal, la beauté du métal évidemment, c'est que sous l'impact de la chaleur, on peut le remodeler, donc c'est une matière première qui est très facilement recyclable. C'est l'un des leaders européens du recyclage des métaux. Il fabrique notamment les gros ciseaux, vous voyez peut-être parfois, pour couper les métaux et refaire des bandes de métal. D'accord, donc voilà. Zato. Et puis une dernière peut-être, encore une fois sur un autre horizon géographique, une entreprise allemande qui s'appelle Schrader. Et Schrader, c'est le leader allemand de la production d'arbres, donc c'est ni plus ni moins qu'un pépiniériste.
Donc ils vont planter des souches d'arbres pour reforester la forêt allemande. Et c'est aujourd'hui une des plus belles sociétés allemandes non cotées dans le domaine de la reforestation. Bon, on l'a vu, hein, plein de beaux exemples, c'est très concret tout ça. On l'a dit, c'est plutôt des entreprises de taille intermédiaire que vous allez financer, c'est ça Raphaël? Alors, il faut comprendre que le portefeuille il va principalement viser à financer des modèles économiques et des systèmes de production qui feront les grands leaders de demain. Donc ce qui est intéressant, c'est que quand on va investir sur des thématiques porteuses et qu'on investit globalement, effectivement, le vivier d'opportunités qu'on va trouver, c'est plutôt des entreprises de taille intermédiaire. Pourquoi? Parce qu'elles ont les capacités, elles ont la séquence de trésorerie, elles ont les carnets de commandes, elles ont les marchés qui leur permettent d'être les leaders de demain en restant relativement agiles et souples. Donc oui, effectivement, c'est principalement des ETI, des entreprises de taille intermédiaire qu'on va retrouver en sous-jacent du portefeuille. Si on ouvre un petit peu le capot de ce FCPR, qu'est-ce qu'on va retrouver dans la composition du fonds précisément? Alors déjà, c'est un fonds global, on l'a dit, de private equity. En réalité, le private equity, donc le capital investissement, ça va représenter à peu près 75%. L'autre complément du portefeuille, 25%, ce sera de la dette privée. La dette privée, c'est important, ça amène un autre profil de risque qui, par construction, permet aussi d'amener un petit peu de cash flow, donc un peu de coupon. Et donc, c'est assez intéressant en termes de constitution. Ensuite, quand on regarde en termes d'expertise, en termes de verticale, ce qui est intéressant, c'est qu'on va adresser les 3 expertises historiques qu'on gère depuis maintenant presque 25 ans chez ODDO BHF sur le private equity. Le primaire, donc l'investissement sous sa forme la plus naturelle et la plus historique qu'on a pu gérer chez ODDO, l'investissement secondaire, ce sur quoi d'ailleurs on a d'autres FCPR qui sont d'ailleurs commercialisés chez Boursorama, et puis le co-investissement direct. Bon, donc on retrouve là, vous l'avez dit, hein, le meilleur des expertises finalement en private equity d'ODDO BHF Asset Management pour ce fonds avec des thèmes porteurs. En termes d'allocation géographique maintenant, on a parlé beaucoup de sociétés européennes, américaines. C'est là aussi, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, c'est toujours une question qu'on se pose de façon assez légitime, c'est de voir quelle typologie d'acteurs sur quels horizons géographiques est-ce qu'on peut construire cette typologie de portefeuille. Et on est parti d'un constat assez simple, c'est que les problématiques sont globales, elles sont mondiales. Donc les solutions, a priori, le sont aussi. Exactement. Vous m'enlevez les mots de la bouche, Laurent, j'allais dire exactement mot pour mot ce que vous venez de dire. On considère qu'effectivement les solutions pour affronter les grands défis sociétaux du XXIe siècle sont également globales. Il y a une deuxième raison pour laquelle on veut être global et rester global. Je dis rester pourquoi? Parce que ça fait presque 25 ans qu'on investit globalement. La plupart de nos stratégies, historiquement en private equity chez ODDO, sont globales et plutôt très centrées sur l'Europe et l'Amérique du Nord. Pourquoi? Puisque ce sont historiquement des géographies avec de très bons modèles de gouvernance. C'est aussi les segments les plus matures quand on parle d'innovation, quand on parle de transition écologique, quand on parle de transition démographique. Ce sont aussi des segments qui sont intéressants à les financer. Et donc c'est quelque chose qu'on va retrouver dans lequel on va avoir à peu près 60% d'exposition en Europe, 40% d'exposition aux États-Unis. C'est intéressant parce que c'est peut-être l'un des rares segments aujourd'hui dans le private equity sur lequel l'Europe est en avance de phase sur les États-Unis. Bon, c'est à noter ça. Raphaël, on va terminer par une question un petit peu technique. Restez avec nous, hein. On va essayer d'être le plus clair et le plus didactique aussi sur ce sujet. Il faut en parler puisque les investisseurs vont y être de plus en plus confrontés. Je veux bien sûr parler de la réglementation européenne SFDR conçue justement pour permettre aux investisseurs de distinguer, de comparer plus facilement les nombreuses stratégies d'investissement durables actuellement disponibles au sein de l'Union européenne. Il y a les fonds article 6, article 8, article 9. Question toute simple, quel est l'article de ce fonds et surtout qu'est-ce que ça va signifier très concrètement pour l'investisseur qui souhaite y souscrire? Alors c'est un point qui est très important effectivement et qui est encore assez récent, peut-être encore un peu plus pour les investisseurs privés auxquels ils vont être de plus en plus confrontés dans les années à venir. Ça va venir, mais bon. La réglementation SFDR, comme vous le soulignez Laurent, c'est une réglementation déjà qui est européenne et qui vise à une chose, c'est donner une meilleure transparence aux investisseurs des produits financiers sur des aspects de prise en compte de critères ESG, donc ça fait un petit moment que ça existe. Environnementaux, sociaux, sociétaux et de gouvernance. Exactement, mais ça ne prend pas en compte que les critères ESG, ça prend également en compte des critères de durabilité, mais aussi l'impact des investisseurs sur l'environnement. Donc ces 3 sujets qui sont imbriquée dans cette réglementation. Et elle est intéressante parce qu'elle est européenne, elle s'applique à toutes les classes d'actifs, c'est pas que pour le private equity, et elle va permettre surtout de pouvoir comparer les stratégies sur ces différents critères. Et la classification, comme vous le soulignez, elle va de l'article 6 à l'article 9, en allant du moins durable au plus durable. Ici, pour répondre à votre question, le FCPR ODDO BHF Invest for Tomorrow, c'est un fonds qui est article 8. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Ça veut dire que le portefeuille a pour ambition et obligation de promouvoir des caractéristiques environnementales ou sociales, pour autant évidemment que les sociétés soient bien gouvernées. Donc c'est un vrai plus pour les investisseurs qui veulent investir responsable et, on le dit parfois, hein, donner du sens à leur épargne. Là, on est dedans. Exactement. Et puis je pense qu'au-delà de l'investissement responsable, c'est d'un point de vue purement en termes d'allocation financière, ça permet surtout d'aller construire un portefeuille potentiellement plus diversifié de ce qui a été construit par ailleurs. Il faut comprendre que la plupart des constructions de portefeuille des investisseurs privés ont été peu exposés en private equity, peut-être encore moins sur des sujets thématiques porteurs comme ceux dont on parle aujourd'hui. Et donc je pense que cette diversification complémentaire, elle apporte un plus dans la construction de portefeuille et puis elle peut accompagner les grands changements de demain. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait appelé le fonds Invest for Tomorrow. Eh bien voilà, toujours très clair, très pédagogue. Merci pour ces explications. Pour nous présenter ce fonds, hein, le FCPR Odo BHF Invest for Tomorrow, je rappelle que c'est accessible dès 1 000 €. Voilà, une vraie démocratisation du private equity, Raphaël. Oui, exactement. Et puis accessible dès 1 000 €, accessible également dans 3 enveloppes très importantes pour les investisseurs privés, le compte titre ordinaire, l'assurance vie française et le PEA-PME. Donc d'autant plus de raisons de pouvoir constituer une belle offre en private equity. Ben voilà, une belle offre en private equity. Merci beaucoup, Raphaël. Merci Laurent. Tendance de fond, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.